Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Christian Krieger. Bienvenue à cette nouvelle édition des Rencontres d'automne. Donc, comme Martine l'a dit, nous avons 1 heure d'entretien, d'échange sur votre parcours, vos engagements. Et donc, je vais tenter de vous présenter. Vous aurez l'occasion aussi de revenir sur votre parcours ultérieurement. Donc, vous êtes né en Alsace. Vous avez étudié la théologie protestante à l'université de Strasbourg et en Allemagne. Vous exercez en tant que pasteur dans une église réformée à Strasbourg pendant près de 17 ans. Vous assumez ensuite des fonctions nationales et européennes, notamment en tant que président de l'église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, de 2012 à 2022. Vous êtes aussi vice-président de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, UEPAL. Vous êtes également président de la conférence des églises européennes, la CEC, et vous êtes président donc actuellement de la Fédération protestante de France. Vous êtes aussi connu pour vos engagements œcuméniques, sociétaux, et nous y reviendrons. Donc, je vais commencer par la toute première question. Donc, vous êtes né en Alsace dans les années 60. Dans ce contexte-là et aujourd'hui, qu'est-ce que signifie pour vous être alsacien ? Et j'ajouterais même, qu'est-ce que signifie pour vous être alsacien et protestant ? Alors bonsoir à chacune et à chacun. Merci pour l'invitation. Alors que signifie être alsacien aujourd'hui ? Alors je dois vous avouer que ça fait presque 3 ans que je suis parisien, donc il faut que je remobilise ma mémoire. Qu'est-ce que signifie être alsacien ? Ça veut dire que j'ai grandi dans un territoire français qui a été ballotté entre 2 appartenances nationales. Il était soit au bas à gauche d'une carte ou en haut à droite d'une carte. Mes grands-parents, les 4, sont devenus français quand a été signé le traité de Versailles. On n'aura pas demandé leur avis. Les 4 sont devenus français, ils étaient nés allemands. Ils sont redevenus allemands en 1939 et sont redevenus français en 1944. Voilà, donc j'appartiens à un territoire français qui, de fait de cette histoire, a plutôt creusé ses racines pour avoir une stabilité identitaire que d'écrire le lien à l'une ou l'autre de ces 2 nations. Et en même temps, en creusant ses racines, il a développé un relationnel dans le bassin rhénan, qui est un relationnel transversal d'ouverture. On parle de capitalisme rhénan, on parle de culture rhénane, c'est-à-dire c'est un espace où, en tout cas sur le plan économique, les entreprises ne cherchent pas à enfoncer l'autre pour l'emporter, ils cherchent à l'emporter ensemble. Donc je suis habité à la fois profondément par une culture rhénane, c'est-à-dire une culture de synthèse, d'ouverture, de dialogue, et en même temps, du fait de cette histoire, je suis profondément et résolument européen. Je n'arrive pas, souvent quand j'ai commencé à organiser au niveau de la paroisse où j'étais pasteur des camps internationaux, notamment en Europe, je m'apercevais que beaucoup de nos jeunes avaient besoin de se construire une identité européenne parce qu'ils étaient français, alsaciens, bretons, tout ce que vous voulez. Et l'Europe est une identité construite un peu intellectuellement parce que c'est un projet auquel on adhère. Et ben pour moi, cette identité européenne, elle est très affective. Elle est plus forte. Et s'il y avait un conflit de loyauté entre mon identité française aujourd'hui et mon identité européenne, ce serait assez cornélien, ce serait un dilemme, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà ce que je retire de cette identité alsacienne. Alors, pour ajouter encore un élément, j'ai grandi dans un milieu
luthérien, très orthodoxe, alors je suis le premier pasteur de la lignée et parentale, enfin maternelle et paternelle, mais j'ai grandi dans un territoire du luthéranisme très orthodoxe et par une erreur de bifurcation au moment de ma première affectation sur un poste pastoral, ça s'est mal passé avec l'église luthérienne et j'ai atterri chez les réformés et je les ai plus jamais quittés. C'est devenu ma famille de cœur et je dois vous dire que finalement mon cœur bat presque au rythme sévenol. Vous avez presque pris le devant de ma seconde question, mais c'est très bien. Donc, oui, vous êtes entré au service de l'Église luthérienne d'Alsace-Lorraine après avoir effectué un stage à la paroisse Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg et vous êtes ordonné pasteur en septembre 95. Vous êtes pourtant nommé pasteur de l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg, au sein de laquelle vous exercez votre ministère de pasteur, comme vous nous l'avez déjà expliqué. Est-ce que donc vous êtes déjà revenu sur cette évolution du monde luthérien au monde réformé. Est-ce que ça marque pour vous le début de votre ouverture à l'œcuménisme ? Pas du tout. Alors, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, en fait, c'est une erreur de négociation de ma part. J'ai essayé d'avancer un argument pour... à l'époque, mon épouse était pédiatre et chef de clinique à l'hôpital et travaillait en gros 60 heures. Et en fait, les luthériens me proposaient d'être nommé à 1h30 de Strasbourg. J'ai dit, si vous rajoutez 30 heures de déplacement dans la semaine pour mon épouse, ça tiendra pas. Et je dis, je préfère attendre une année, je ferai autre chose. Et puis j'ai dit, mais pourquoi il y a un poste réformé de libre près de Strasbourg, je pourrais peut-être postuler chez les réformés. Et en fait, ils ont agi plus vite que je l'ai formulé la phrase. J'ai atterri chez eux un peu malgré moi ou à l'insu de mon plein gré. Alors j'ai joué avec le feu, si vous voulez. Et ce qui a bougé à l'époque, c'est pas du tout l'œcuménisme. C'est à un moment donné, je pense avoir une réflexion très, plutôt mathématique que littéraire. Et donc je suis assez cartésien et à un moment donné, je me suis retrouvé très en phase avec la manière dont dans le calvinisme on articule foi et raison. Alors que dans mes origines luthériennes, quand on arrivait à un moment donné à une limite et qu'on n'arrivait pas à penser, peut-être même théologiquement, certains éléments. Alors, Calvin, vous savez la double prédestination, hein. Mais quand j'atteignais certaines limites, alors pas au niveau de la prédestination, le réflexe était de dire, on croit. Et en fait, dans le calvinisme, on pousse la réflexion pour penser la foi et pouvoir la communiquer, je veux dire, même dans une société qui ne comprend pas nécessairement le langage du religieux ou le langage du croire. Et en fait, ça me convenait beaucoup plus que ma famille d'origine. Et depuis cela, je pense très fortement à ce qu'a vécu, si vous voulez une histoire biblique, ce qu'a vécu Abraham, qui a grandi à Our en Chaldée, où on adorait les astres, et dans les astres, tout était écrit et déterminé. Et j'ai compris que finalement, nous écrivions notre récit et notre identité, ou le récit de notre identité, beaucoup plus que nous ne le recevions au départ comme un déterminisme. Parce que finalement, notre chemin est un chemin à découvrir, de confiance. Alors on nie pas nos racines, mais on déploie des ailes pour aller de l'avant. Et c'est inscrit qu'effectivement, à un moment donné, j'ai compris qu'il y avait une identité protestante qui est encore plus forte que l'identité réformée ou luthérienne, même si moi je me situe clairement dans la famille réformée. Et alors cette identité protestante et alsacienne ou rhénane, vous l'avez aussi vécu dans le cadre de vos fonctions au niveau européen. Est-ce que vous notez des différences entre les protestants ou l'identité protestante entre les Européens ou alors qu'est-ce qui nous unit avec d'autres Européens ? Alors je dirais pour commencer que j'ai même noté des différences entre les luthériens alsaciens. Parce que ceux du sud de l'Alsace, donc du Haut-Rhin,
qui sont plus proches de la Suisse, sont presque déjà réformés. Et ceux du Nord, dont moi je suis originaire de l'Alsace, sont très orthodoxes dans le luthéranisme. Alors, c'est important. Alors, au niveau européen, quand j'ai pris ces fonctions, peut-être un peu naïvement, je me disais, bon, les débats vont se jouer entre les confessions, entre les orthodoxes, les protestants, alors je les globalise, réformés et luthériens, les anglicans, les vieux catholiques, etc. Et je me suis aperçu très vite que certains aspects culturels se jouaient effectivement le long de ces délimitations confessionnelles, mais la plupart des sujets, notamment qui touchent à l'éthique sexuelle, familiale, etc., qui touchent à la vision de l'Europe, une Europe chrétienne ou une Europe plurielle, etc., ces visions s'écrivaient beaucoup plus, ou le débat autour de ces visions s'écrivait beaucoup plus autour d'une ligne de démarcation qui pourrait aller de Helsinki à Vienne. Les réformés polonais faisaient des yeux ahuris quand je ne comprenais pas qu'ils étaient contre l'avortement. Et les orthodoxes présents en France, vous connaissez Monseigneur Emmanuel probablement, qui a longtemps été président de l'association des évêques orthodoxes en France, avait une certaine forme d'ouverture vers ces questions. Alors, on ne pouvait pas y adhérer publiquement, mais le débat était entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, hein, et j'ai découvert combien nos lectures de l'Écriture, puisque nous nous référons tous à l'Écriture, combien ces lectures sont marquées par nos cultures, beaucoup plus qu'on ne veuille bien le croire. Et comment faire alors pour unir ces Européens protestants autour d'une même lecture ? Alors comment faire pour unir ces Européens d'une même lecture ? C'est un peu le débat permanent, ou la question permanente qui m'habite encore aujourd'hui, puisqu'on pourrait la poser aussi, comment faire pour unir ce protestantisme si centrifuge en France et si large dans ses sensibilités. Une question importante est la capacité d'aller à la rencontre et d'écouter autrui. Je dis souvent même dans mes prédications, mais aussi dans mes explications quant au fonctionnement de la Fédération protestante de France, que c'est la qualité d'écoute d'autrui qui doit pratiquement être à la hauteur de la qualité d'écoute que vous et moi visons quand nous lisons la Bible. C'est-à-dire quand nous lisons la Bible et quand nous cherchons à l'écouter, on attend d'elle qu'elle nous transforme. Et on admet que sa parole, qui parfois est radicale, le sermon sur la montagne a une certaine radicalité, hein, dans l'amour de l'ennemi, etc. Donc cette radicalité, on la reçoit et on accepte qu'elle nous dérange et qu'elle nous transforme. Et ben c'est cette même attitude qu'il importe d'avoir quand nous discutons avec autrui, quand nous l'écoutons, c'est d'admettre qu'il puisse nous transformer. C'est précisément aujourd'hui le drame de notre pays que la situation générale est tellement polarisée que les gens ne se parlent plus ou ne s'écoutent pas en tout cas. Et quand ils se parlent, ils s'envoient des postures dans un dialogue de sourds. Et je prône, et je vis au sein de la Fédération, et c'est ce qu'on a cherché à mettre en œuvre au niveau de la Conférence des Églises Europe, une écoute d'autrui en essayant de faire preuve d'une attention respectueuse à l'autre et d'admettre que sa parole puisse éventuellement nous changer. Et pour vous donner une anecdote, le président de la République, Emmanuel Macron, au mois d'avril 2025, avait organisé un déjeuner à Rome, avec les 5 cardinaux qui allaient entrer dans le conclave. Et il leur a posé la question, mais comment vous allez faire pour vous entendre ? Vous êtes 135, 105 ne se connaissent pas. Comment vous allez vous entendre sur un nom ? On sait les différences entre les progressistes et etc. Et puis les cardinaux nous disaient, bon, on va peut-être déjà s'écouter, découvrir la situation de l'autre, le lieu d'où il parle. Et je me suis permis d'ajouter, et peut-être retenez ce mot,
l'écoute de l'autre, quand elle est dans cette attitude de se laisser transformer par l'autre, l'écoute a une valeur performative. Elle change quelque chose. Et c'est ce qu'on a vécu et découvert au niveau européen, et c'est ce que nous expérimentons au niveau de la Fédération protestante de France. Et c'est peut-être le témoignage de cette valeur performative de l'écoute qui est le plus fort témoignage que ce protestantisme divers en France peut rendre aujourd'hui à notre pays si divisé et si polarisé. Très bien, nous retiendrons ce tips de s'écouter les uns les autres. Vous êtes également connu pour vos engagements sociétaux. Quels sont pour vous les engagements essentiels que le protestantisme peut porter ? Alors peut-être revenir aux engagements sociétaux. J'ai eu le bonheur d'être pasteur dans une paroisse à Strasbourg avec un collègue. Et pendant mes 17 ans dans la même paroisse, j'ai eu 3 collègues différents. Et le dernier qui est venu avait la même approche, j'allais dire théologique, des textes bibliques. C'était passionnant parce que nous étions toujours d'accord sur la lecture du texte et nos applications étaient radicalement différentes. Lui-même avait une lecture très anthropologique, très existentielle. On était souvent sur des thématiques de grandir, d'éduquer, de laisser l'enfant déployer ses ailes. Et moi-même, de ces mêmes textes, je faisais toujours une lecture sociétale. C'est très calviniste, en fait. La question du salut est réglée. Comment on va vivre l'évangile aujourd'hui ? Et très tôt, donc, j'ai plutôt dans mon approche une naturelle lecture sociétale de l'Écriture. Non pas que j'ignore l'autre, mais dans mes prédications, je privilégie cette dernière. Et j'ai très tôt, au début de mon ministère pastoral, accepté de prendre des engagements dans des associations pour ancrer mes prédications dans le réel vécu au sein de notre société. En l'occurrence, j'ai accepté en 2005 de présider une structure, une association qui s'occupe de femmes en grande précarité. Toutes les situations de précarité que vous pouvez imaginer, de la sortie de prostitution, de prison, précarité économique, violence conjugale, vie déstructurée, problèmes psychiatriques. Une structure qui a aujourd'hui, dont je suis toujours président, qui a aujourd'hui presque 80 employés, plus de 200 lits, avec une multiplicité de dispositifs d'accueil. Et pour moi, ce qui était important, c'est que je puisse, dans mon pastorat, non pas simplement avoir puisque j'avais ce naturel de la lecture sociétale, d'avoir un peu les mains dans le cambouis, pardon de parler de cambouis quand on parle de personnes humaines, mais d'être finalement confronté aux réalités de notre société et d'être porté par ça dans ma réflexion, non pas simplement par mon appétit du politique, mais aussi par mon appétit de la place des hommes, des femmes, des enfants dans la société. Et donc c'est ça un peu le moteur qui fait que très rapidement, quand j'ai été amené, appelé à la présidence de l'Église ou appelé au conseil de la conférence des Églises en Europe, on m'a dit mais il faut que tu deviennes président. Tu as ce naturel de dialoguer avec les responsables politiques et des enjeux sociétaux et de le faire de manière ancrée dans l'Écriture. Et alors, vous parlez des relations au niveau politique que vous avez eues dans le cadre de vos engagements. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Comment est-ce que vous avez porté cette voix peut-être des plus démunis ? Alors, premièrement, la voix des plus démunis a été portée parce qu'elle était adossée à une expertise de terrain et une action de terrain auprès de ces démunis. Et ensuite, il était très facile, alors pour le président de l'Église protestante réformée d'Alsace et de Moselle, d'aller rencontrer le préfet qu'il rencontrait par ailleurs, pour plaider un certain nombre de situations. Vous savez que
les contraintes budgétaires de l'État font que les politiques sociales sont toujours plus contraintes et que parfois nous faisions face à des situations où l'administration ou la cohésion sociale prononçait des fins de prise en charge pour certaines dames. Eh ben, j'allais plaider. J'allais plaider en disant que nous avons accueilli cette femme et deux de ses enfants par exemple, pendant 2 ans. Ça a coûté tant à la République. Nous sommes au seuil de pouvoir envisager une forme de retour à une certaine autonomie dans la société. C'est catastrophique de la mettre à la rue maintenant. Et donc, en général, la cohésion sociale a vite compris que je parlais directement au préfet. Et donc, très rapidement, on a pu plaider pour un certain nombre de situations. On l'a pas toujours emporté, mais souvent on l'a emporté. D'accord, très bien. Au-delà de cet engagement en faveur des femmes en situation de précarité, vous avez aussi piloté une exposition en hommage à Adélaïde Oval, psychiatre française, donc qui a connu les camps de concentration, fille de pasteur réformé en Alsace. Peut-être que vous pouvez nous la présenter en quelques mots et pourquoi avoir choisi de porter la voix d'Adélaïde Oval. Alors j'ai croisé la première fois l'histoire d'Adélaïde Oval alors que j'étais pasteur dans une réunion du consistoire réformé parce que le maire du Oval, du village où elle est née, sur les hauteurs des Vosges, dans les Bas-Rhin, était président du conseil presbytéral et dans ses paroles d'accueil, il nous a parlé d'Adélaïde Oval. Et puis, 5 ou 10 ans plus tard, quand j'ai été président de l'EPRAL, on a frappé à ma porte et c'est un professeur de médecine, un immunologue retraité qui s'était passionné pour la médecine dans les camps de concentration, qui a découvert cette figure d'Adélaïde, la résistance qu'elle a opposée aux médecins nazis, notamment au fameux Mengele et à d'autres, avec un aplomb exceptionnel, qui me disait, mais je voudrais faire une exposition, et puis il m'a montré les fiches qu'il avait. Il avait collectionné énormément de documents, des photos, et me présentait quelque chose qui ressemblait grosso modo à une bande dessinée, c'est-à-dire des vignettes et une légende, des vignettes et une légende. Et je me suis laissé convaincre, et nous avons réalisé une exposition en lui demandant simplement de nous laisser écrire le récit. On a fait un concours avec un caricaturiste pour qu'il nous fasse des caricatures, qu'on peut mettre en avant quelques citations de cette femme, Adélaïde Oval. Et cette exposition a été réalisée juste à la veille de la pandémie. Elle a connu un succès assez extraordinaire, malgré la pandémie. Elle a été présentée dans une centaine de collèges entre-temps, dans les hôtels des départements, dans des mairies, dans des paroisses, dans des synagogues. Et en fait, qui est Adélaïde Oval? Donc c'est une fille de pasteur qui a fait des études de médecine. Elle était une des rares femmes. Elle est née en 1906. Une des rares femmes dans cette promotion de médecine des années 30. Elle accepte volontairement de suivre les personnes évacuées de Strasbourg au moment de l'invasion allemande en 1939. Et donc elle suit l'évacuation. Elle connaît une mésaventure parce qu'au moment où elle est médecin à Lannemezan, sa maman décède et elle décide de retourner voir sa famille pour un temps de deuil. Et sa valise se perd, elle traverse la ligne de démarcation entre la France libre et la France occupée sans laisser passer. Et bien sûr, la 3e fois qu'elle traverse cette ligne de démarcation, elle est arrêtée. Elle assiste au commissariat à la venue de soldats allemands qui raillent la France. C'est comme ça qu'elle l'écrit, alors elle proteste. Et elle se prend 6 semaines de prison. Et en prison, elle découvre pour la première fois, on est en juin 42, une femme juive qui porte une étoile de David. Et elle s'en fabrique une en papier par solidarité. Elle dit les Juifs, c'est des gens comme les autres. Ils n'ont pas à être stigmatisés. On lui propose de revenir sur ses propos pour accéder à la liberté. Elle refuse. Et donc on lui dit, si vous défendez les Juifs, il faut partager leur sort. Et donc elle est déportée
à Auschwitz en janvier 43. Elle passera 2 ans et demi, janvier 43, jusqu'à la fin, jusqu'à avril 45 dans les camps. Passera presque 2 ans et demi dans les camps. Comme elle est alsacienne, elle parle allemand et donc elle est médecin. Elle est vite affectée à l'infirmerie. Elle n'aura de cesse de soigner, d'essayer de sauver des vies en utilisant les crayons qu'ils avaient avec un peu de rouge pour marquer les températures, pour faire un peu de maquillage, afin de rendre les femmes un peu moins blêmes au moment où on pouvait éventuellement décider de leur destination à la chambre à gaz. Les médecins nazis ont cherché à l'embrigader pour qu'elle participe aux expérimentations médicales, disait-on à l'époque. En gros, c'était des expérimentations qui visaient à stériliser de manière massive les femmes juives. Elle refuse systématiquement, avec un aplomb assez extraordinaire. Elle refuse devant Mengele, elle refuse devant le médecin-chef du camp. Quand celui-ci lui dit « Mais vous ne voyez pas que ce ne sont pas des gens comme nous ?» Il dit « Il y a bien des gens différents de moi, à commencer par vous. » Donc c'est une des rares personnes qui fera 2 ans et quelques mois de camp de concentration juste pour ses convictions. Elle n'est ni juive, ni résistante politique, ni aucun autre motif, juste pour avoir tenu à ses convictions humanistes universelles. Et c'est pour cette raison, elle a survécu au camp. Au moment de la libération, elle a après été au camp de Ravensbrück. Au moment de la libération, elle quitte le camp, elle s'enfuit dans la villa de l'infirmière supérieure du camp. Elle s'installe au piano, elle joue la Marseillaise. Voilà ce tempérament, alors femme alsacienne, un tempérament incroyable. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé que le président de la République l'accueille au Panthéon. Et cette proposition, je la porte avec un comité de soutien. Vous pourrez ajouter votre signature si vous voulez, avec le grand rabbin de France. Peut-être en automne 2026. Très bien. Comment est-ce que ces engagements que vous portez auprès des femmes, vous avez pu aussi les porter au niveau européen? Est-ce que c'est possible? Et si oui, comment avez-vous pu trouver des alliés dans ces questions-là à la conférence européenne? Alors, il faut vous dire que la conférence des églises européennes travaille beaucoup plus les problématiques qui sont liées aux politiques européennes. C'est une instance qui regroupe 114 églises avec 3 familles, des orthodoxes, des anglicans et des protestants, qui a été créée en 1959 au moment des grandes tensions dans une Europe ravagée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et des grandes tensions entre le bloc de l'Est naissant et le bloc de l'Ouest. Et les églises ont pris conscience qu'elles étaient une passerelle dans une Europe divisée. Et elles ont constitué cette conférence des églises européennes pour porter leur voix, pour être un outil de réconciliation au cœur d'une Europe divisée et pour porter leur voix auprès des institutions européennes naissantes. Et aujourd'hui, en fait, c'est une des missions principales de cette conférence des églises. Alors bien sûr, elle accompagne tout un travail œcuménique, plutôt un travail œcuménique, j'allais dire, de type foi et constitution, de dialogue entre les différentes sensibilités. Elle travaille sur différentes thématiques et notamment sur le travail sur la paix en Europe, sur la guérison des mémoires. Ça, je pourrais vous en parler très longuement. Et donc, elle intervient alors au plus haut niveau européen, à la fois auprès de la présidente du Parlement, auprès du vice-président de la Commission européenne, auprès des présidences tournantes du Conseil européen sur leurs priorités et auprès de l'administration européenne. Et donc c'est dans ce cadre-là que il faut être au fait de toutes les questions politiques européennes et porter ce plaidoyer-là. Je peux dire que la matrice strasbourgeoise m'a nourri en méthodologie, en vision, peut-être aussi m'a conforté dans la position et dans la stature. Par contre, le plaidoyer sur les questions de femmes n'est pas nécessairement central, disons voir, auprès des institutions européennes. Alors on a eu un sujet important
qu'on n'a pas réussi à faire avancer, mais plutôt en interne au niveau de la CEC. C'est la fameuse Convention d'Istanbul, une convention qui a été signée en 2011, qui avait pour vocation à consolider la capacité des États européens à lutter contre les violences faites aux femmes et les discriminations et les violences conjugales, etc. Et fort malheureusement, cette convention a été écrite avec une terminologie, j'allais dire, voilà, de la théorie des genres, ce qui signifie que toute l'Europe de l'Ouest a adopté ce texte, et les pays de l'Est, notamment la Bulgarie, la Roumanie et d'autres pays orthodoxes, ne l'ont pas adopté, parce qu'ils ne voulaient pas souscrire à la théorie du genre. Et donc, en interne, on a essayé de pousser un peu, mais là, c'est très compliqué. J'en ai tiré comme leçon que je préfère avancer de manière pragmatique pour que la cause des femmes avance pour tout le monde, que d'avancer symboliquement et d'avoir un gros fanion théorie des genres validé, et de rester sur le terrain avec des femmes qui ne progressent pas, qui sont toujours violentées ou qui subissent de certaines inégalités. Très bien. Venons-en. Alors, ça a valu, par exemple, une inquiétude, mais qui se discute. Je suis personnellement très favorable et je me battrai toujours pour que le droit à l'avortement soit un droit reconnu en France. J'ai exprimé des réserves quant à la constitutionnalisation de ce droit parce que on avait des tensions. C'est un droit, du coup, ça monte à un niveau symbolique et ça crée beaucoup de tensions. Ça a marginalisé un tout petit peu l'Église catholique. Elle est restée assez discrète et ça crée beaucoup de tensions internes. Voilà. Donc j'ai pris une position un peu qui vient de cet héritage en disant est-ce que le symbole vaut le coup? Alors finalement, c'est bien passé en France et on a bien fait de le faire. Je me suis trompé. Entendu. Merci pour cet ajout. Venons-en à l'Église protestante actuelle du XXIe siècle. Quels y sont pour vous les principaux défis ou peut-être chantiers à relever au sein de la Fédération protestante de France? Je dirais qu'aujourd'hui, la Fédération protestante de France, c'est ce qu'on découvre. Alors, je dis on pour globaliser parce que c'est pas juste je suis entouré de 2 vice-présidentes, d'un bureau, d'un conseil. On constate en fait qu'elle est à une croisée des chemins parce qu'elle fait face à plusieurs enjeux. Un des enjeux majeurs, c'est l'évolution et les mutations que connaît le protestantisme lui-même. Et on a pu les toucher un tout petit peu du doigt ou les rendre visibles à travers un sondage que la Fédération a commandé à l'IFOP et qu'on a rendu public au mois de janvier de cette année. Quels sont les enseignements majeurs de ce sondage? Le premier, c'est que le taux de protestants dans la société française, ou en France, est stable. Avec la même méthodologie utilisée en 2010 et en 2024, en novembre 2024, on obtient 2% de protestants. Donc, taux stable. Légère progression numérique, puisque la France a passé de 65 à 68 millions, je crois, d'habitants, donc 2% de 68, c'est plus que 2% de 65. Non, mais il faut le souligner. Deuxième enseignement, le nombre de personnes qui se reconnaissent d'abord, voire principalement évangéliques, est en train de progresser aussi. C'est-à-dire, il y a une mutation au sein du protestantisme avec un tissu évangélique qui est en train de prendre une place importante. Alors, de là à le chiffrer, c'est très compliqué, mais globalement, notre sondage montrerait qu'on est à peu près paritaire, voire un tout petit peu plus d'évangéliques que de luthéro-réformés. Troisième enseignement important, c'est que on a 25%, voire un peu plus, de protestants qui s'affirment protestants, mais qui ne lisent plus la Bible et qui ne fréquentent pas le culte. Alors, dans le temps, on parlait d'un protestantisme sociologique, comme pour dire qu'ils sont juste descendants de protestants. J'ai un peu abandonné cette expression, elle est peut-être un peu condescendante. Je parle aujourd'hui d'un protestantisme culturel.
Des gens qui ont gardé, des hommes, des femmes, leur identité protestante, elle leur tient à cœur, ils l'affirment, mais ils ne la vivent plus ancrée dans la lecture de la Bible ou ancrée dans une vie paroissiale, dans une pratique dominicale. Et donc 25%, c'est en progression depuis 15 ans, c'est en progression et c'est affirmé. Et vous pouvez constater que qu'on appelle ça la disruption des 3B. Alors qu'est-ce que c'est la disruption des 3B? On peut en fait parler de l'identité religieuse d'une personne par 3 critères. En anglais, les 3 commencent par la lettre B. Believing, belonging, behaving. Donc c'est la pratique, l'appartenance et le croire. Donc on constate que finalement on peut affirmer une appartenance protestante, peut-être sans affirmer une croyance ou sans affirmer une pratique religieuse. Dans le temps, en fait, ces 3B étaient alignés, on était protestant, on allait au culte et on croyait en Dieu. Aujourd'hui, les sondeurs nous disent que pratiquement 25% de ceux qui se disent catholiques ne croient pas en Dieu. Voilà. Donc il y a une déconnexion de l'appartenance, du croire et de la pratique religieuse. Et donc celle-là, on l'a constaté, il y a une appartenance protestante qui n'est pas corrélée à une pratique. Et puis il y a un dernier renseignement qu'on pourrait souligner. On a sondé un peu les orientations politiques, le positionnement sur les questions éthiques, l'ouverture à l'engagement associatif ou dans la paroisse. Les protestants sont très engagés sur tous les domaines, beaucoup plus que les moyennes nationales, significativement plus engagés. On sent bien la culture de la responsabilité de l'éthique protestante. Les protestants pensent sur certains sujets bien différemment des positions que parfois leurs églises prennent sur tel ou tel sujet, que ce soit les évangéliques ou les autres, parce que je crois presque 80% étaient favorables à l'IVG, alors que les églises évangéliques disaient oulala, mais comment vous avez sondé, c'est pas notre discours. Donc on sent même dans la culture évangélique beaucoup plus de conscience devant l'Écriture et devant Dieu que d'obéissance à la parole institutionnelle. Voilà, donc c'est un sondage très très instructif. Et ce protestantisme, dernière chose, pour revenir à votre question de cette mutation, il est profondément marqué aussi par les mobilités. Entre 2009 et 2019, 370 000 personnes d'origine subsaharienne protestantes se sont installées en France. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait 20% des protestants. Et je vous fiche mon billet, si je peux dire ça un peu comme ça, je peux vous affirmer que les presbytériens, donc les réformés, les calvinistes, camerounais et togolais, si vous allez dans leur culte, vous avez l'impression d'être chez les évangéliques. C'est très animé, c'est très chantant, etc. Et si vous les interrogez sur des questions d'éthique familiale et sexuelle, vous avez l'impression que c'est plus proche du monde évangélique que des calvinistes. Et donc ce monde protestant devient très poreux, très très liquide. Alors voilà, parce que les lignes de démarcation bougent. Les évangéliques cherchent de la visibilité, ils sont plus congrégationalistes en retrait du monde, dans une entité propre. Ils veulent de la visibilité. Ils commencent à devenir œcuméniques, ils existent avec d'autres, et nous-mêmes, qui étions très multitudistes, nous devions confessants. On n'est plus membre de la paroisse de l'Étoile, voilà, ou ici, juste par héritage, on le décide. C'est une appartenance confessante. Vous voyez que toutes les lignes de démarcation sont en train de devenir poreuses et cette mobilité crée des crispations entre ceux qui ont l'impression d'avoir le vent en poupe dans la manière dont ils ont positionné leur voile et ceux qui ont le sentiment de ramer ou de naviguer à contre-temps. Avec du coup des logiques de repli potentiel, ou une moindre ouverture. Et en fait, la fédération est au cœur de tout ça. Elle est au cœur de tout ça parce qu'elle écrit le récit depuis 120 ans
des protestants qui savent se tenir ensemble, qui ont une culture du dialogue et de l'écoute, et qui rendent un témoignage parce qu'ils savent se tenir ensemble. Et la plus grande difficulté pour la fédération, c'est finalement d'avoir affaire à des expressions protestantes qui, disons, se crispent sur leur identité, ont peur ou se replient sur leur identité en l'affirmant de manière un peu séparatiste. C'est le défi principal qui est le nôtre. Actuellement, notre fédération connaît une profonde évolution. Jusque-là, elle était très marquée par les luthero-réformés. Le président Bögner a été président de 29 à 61 ou 62, donc 33 ans. En même temps, il a été pendant plus de 20 ans président de l'ERF à l'époque. Voilà, la marque réformée est forte dans la fédération. Culturellement, elle est là. Et en même temps, aujourd'hui, quand on a fait une enquête interne pour voir un peu quelles étaient les ressources, alors maintenant financières, dont disposaient les uns et les autres, on voit que pratiquement le protestantisme dispose de 110 millions d'euros de dons et de legs annuellement, le protestantisme de la fédération, et que grosso modo c'est à peu près 50-50, peut-être 52% pour les évangéliques de ces 110 millions, et plutôt 48% pour les luthero-réformés. Donc vous voyez bien qu'il s'est pratiquement équilibré, et aujourd'hui la fédération travaille à une refonte pour que cette fédération qui historiquement était portée à 80% des contributions luthero-réformées et 20% des évangéliques, soit portée plus équitablement, dans une solidarité plus équitable par les évangéliques. Et elle travaille aussi pour que ces évangéliques puissent participer peut-être plus visiblement à la gouvernance de la fédération. Pour l'instant, à l'AG et au Conseil, on avait la délégation de l'Église unie, la délégation de l'UEPAL, l'Alsace-Moselle, qui payait 80%, et puis les autres. Et dans les autres, on avait les évangéliques, encore des réformés luthériens malgaches, la Miss Pop, qui est aussi réformée. Donc, vous voyez, dans les autres, on avait tout un amalgame. Et en fait, ça veut dire que simplement, aujourd'hui, dans la parole publique, moi, je voudrais porter la parole des protestants luthériens, réformés et évangéliques, plus clairement. Et donc, dans des statuts que nous sommes en train de travailler, on va donner une place claire aux évangéliques, à ceux qui sont apparentés à eux, et une place claire aux luthero-réformés et apparentés à eux. Ce qui permettra demain de dire la fédération est cette instance qui à la fois est une passerelle entre ceux que la loi de 1905 a séparés, c'est-à-dire les associations de 1901, les œuvres, les mouvements, les fondations, et toutes les associations de 1901, et les 1905, c'est-à-dire les églises, qu'elles soient luthero-réformées ou évangéliques. Merci. Donc nous avons compris que l'identité protestante est en chemin, en reconstruction. Je vais un peu grossir le trait pour la prochaine question, mais on peut avoir l'impression en lisant des articles et en voyant certaines églises catholiques plutôt conservatrices se remplir, cumuler à un repli identitaire souvent politique. En tant que protestant, on a parfois du mal à s'y retrouver et à voir la parole du monde protestant dans ces tendances de repli. Donc, comment et sur quel sujet est-ce que l'Église protestante peut-elle faire davantage entendre sa voix au-delà du monde protestant ? Alors, premièrement, je voudrais vous dire que vous allez être orphelin de la parole protestante, en tout cas telle que vous l'avez comprise jusque-là. Jusque-là, en fait, c'est l'Église réformée, et aujourd'hui l'Église unie, qui portait la parole protestante en France. Et on a eu quelque part un switch que moi je situe en 2015. Alors peut-être il est antérieur, mais il s'est passé quelque chose en 2015 qui a abouti au fait que cette parole protestante, aujourd'hui, elle est portée par la fédération. Et la fédération est identifiée comme parole protestante en France. Et quand l'Église unie veut communiquer et dit les protestants, je leur rappelle qu'elle ne parle qu'au titre des protestants luthero-réformés. Et quand les pentecôtistes qui sont au sein de la fédération veulent communiquer les protestants,
et parlent de leur position, je dis attention, vous parlez au titre des pentecôtistes, des protestants pentecôtistes. Et donc c'est très important. Aujourd'hui, on a un grand écart dans le positionnement des uns et des autres, et la parole de la fédération est dans cet inconfort d'être une parole dans laquelle finalement ces familles doivent se retrouver. Il y a des sujets sur lesquels il est facile de prendre la parole, il y en a d'autres sur lesquels il est beaucoup plus difficile de prendre la parole, vous le mesurez. Mais effectivement, la fédération parle pour tout le protestantisme. Et c'est pas simple. Vous le mesurez bien évidemment. Alors comment s'y retrouver? Le Conseil réfléchit souvent au positionnement stratégique par rapport à cette difficulté. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons penser la fédération pour que ce soit juste une instance de représentation auprès du président de la République, des pouvoirs publics, des ministres, etc., et laisser finalement la parole des protestants à des sous-ensembles mieux profilés, un sous-ensemble luthero-réformé, un sous-évangélique, peut-être un sous-ensemble avec des œuvres, et encore un sous-ensemble avec les Afropéens, c'est-à-dire ces personnes d'origine africaine, mais qui maintenant sont des Européens, et qui ne sont plus des Africains, et pas vraiment des Européens, donc on les appelle des Afropéens. Alors, je dis ça de manière très respectueuse, mais finalement on aura quatre paroles protestantes en France. Où est-ce que il faut faire le pari de pouvoir écrire le récit protestant, malgré nos différences, et travailler à des convergences, justement par cette capacité d'écoute et de se laisser transformer par les autres. Et le Conseil, pour l'instant, soutient ce pari. Il le soutient parce que... il y a une méthode et une certaine vision là derrière. Je vous ai parlé de ces, disons, 400 000 personnes d'origine subsaharienne qui, d'une part, sont très conservatrices dans leur position, mais d'autre part, sont extrêmement talentueuses dans la transmission de leur identité religieuse à la génération suivante. La sécularisation perle sur leurs enfants comme le haut sur les plumes d'un canard. Parce que tout simplement, ils transmettent à 80%. Donc s'ils ont 3 enfants, il y a au moins 2 protestants. Alors que nous transmettons à 29%. Et encore 29%, c'est une réussite. Si on a 3 enfants, qu'il y en a un qui voilà. Donc demain, ces églises vont significativement marquer l'identité protestante en France. Si aujourd'hui nous l'abandonnons, nous aurons une voix protestante qui sera très minoritaire. Par contre, rien n'est dit de la vision sur les questions éthiques de ces Afropéens demain, de la génération qui vient et de celle d'après. Et la vision dont la fédération est porteuse, c'est de travailler à l'identité protestante de ces générations afropéennes à venir parce qu'elles vont marquer notre histoire et notre récit protestant. Avec ce que nous sommes aujourd'hui, en disant clairement ce que nous pensons. Nous avons eu souvent on pense que, alors c'est un effet d'annonce, souvent on pense que finalement c'est ingérable certains sujets au sein de la fédération. Eh bien, figurez-vous que notre commission éthique a travaillé pendant 2 ans sur un sujet qui était clivant au possible, à savoir ce qu'on appelle la dysphorie de genre ou l'incongruence de genre. La réalité, la souffrance de ces 2 pour 1000 personnes qui naissent et qui sont mal dans leur identité sexuelle. Quand notre commission a commencé à travailler, les uns ont dit, bon, le premier chapitre du texte qu'on va écrire, c'est la notion de péché. Vous voyez le fil, hein? Et les autres ont dit, bon, le premier chapitre qu'on va écrire, c'est l'hospitalité, l'accueil qu'on doit à toute personne humaine, notamment celle qui souffre. Ça a failli exploser. Ils ont mis 2 ans et ils ont trouvé la voie de passage. Ils ont trouvé à écrire un texte d'une 60aine de pages que le Conseil vient d'accueillir. On leur a demandé encore de revoir la copie sur tel ou tel aspect. Mais ils ont trouvé une voie de passage où ils arrivent à dire ensemble, à poser le sujet, à prendre des exemples pour qu'on comprenne de quoi on parle,
à avoir un rapport, une précision sur la dimension psychologique, sur la dimension médicale, le regard médical qu'on peut poser sur cette question, sur ce que propose la médecine, sur ce que dit la loi en France, sur ce qu'on peut en penser en tant que théologien sur le plan éthique. Parfois, là, on dira, mais les uns pensent ça, les autres pensent ça. Donc là, il y a une petite bifurcation. Et puis, on se rejoint, on conclut par une quinzaine de recommandations que tout le monde porte ensemble. C'est extraordinaire. On a présenté ce texte au Conseil et le Conseil s'est jeté. Enfin, certaines sont là, ça va pas. Et les rédacteurs ont dit, mais nous, on a discuté 2 mois pour clarifier cette question, et ça, c'est le point d'équilibre. Alors, on vous propose de rentrer dans cette discussion pour arriver à ce point d'équilibre. Donc, la voie est possible, et ce sujet, qui est très clivant, l'a une fois de plus montré. C'est extraordinaire comment la qualité d'écoute qu'on peut avoir au sein de la fédération, c'était pas simple, et parfois certains ont failli jeter l'éponge, mais le chemin est possible, y compris sur les sujets les plus délicats, pour trouver une parole protestante qui, in fine, va prôner l'accueil de tous de manière inconditionnelle et affirmer que tous vivent au bénéfice de l'amour de Dieu. C'était une belle parole. Merci Christian Krieger. Nous avons terminé la première partie de cet échange. Nous avons maintenant place pour des questions de l'Assemblée. Alors, on n'a pas de micro, mais... Est-ce qu'on peut faire passer les micros ? Merci monsieur. Vous avez évoqué la guérison des mémoires et vous avez dit que vous pourriez dire beaucoup sur ce sujet, qui est en effet un sujet très important et surtout actuellement et pour beaucoup de situations, soit internes, soit internationales. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la guérison des mémoires ? Alors, je parle de ça volontiers et je peux le situer dans quelque chose de plus large. J'étais président de la Conférence des Églises européennes au moment de l'agression militaire de la Russie en Ukraine, le 24 février 2022. 22, voilà. En mars 22, j'étais en Ukraine parce que j'estimais qu'il fallait y aller, il fallait rencontrer les églises, qu'il fallait aller en Pologne, visiter ces gymnases où étaient accueillis des milliers de personnes dans une promiscuité inimaginable. Et j'ai été plongé dans une réflexion sur quel est le message des églises par rapport à l'appel à la réconciliation, à la paix de l'Évangile. Et j'ai compris que dans un conflit armé, dans une guerre, il y a plusieurs temps. Il y a le temps où les armes parlent, où chacun, avec sa puissance de feu, cherche à construire un avantage sur le terrain afin de l'emporter du territoire, ou tel accès à la mer, etc. Et que pendant ce temps-là, vouloir plaider la réconciliation est juste une ineptie. Et d'ailleurs, le pape François l'a compris à ses détriments, parce que pour Pâques 2022, il avait fait porter sur le chemin de croix à Rome, pour la 13e station du chemin de croix, la croix par une femme ukrainienne et une femme russe. Et mes amis ukrainiens étaient outrés, blessés au plus haut point. Et le vice-président de l'université de Lviv a écrit un magnifique texte en disant ces deux femmes n'ont pas porté la même croix. L'une a porté la croix de la réconciliation, l'autre la croix de la pénitence. Pendant que les armes parlent, le plaidoyer pour la paix est un plaidoyer qui appelle au cessez-le-feu, qui appelle à la justice et à la vérité, parce que la vérité est la première victime de tout conflit armé. Quand on arrive au stade suivant, c'est-à-dire on obtient un cessez-le-feu, il faut travailler à la stabilité du cessez-le-feu pour que finalement le silence des armes devienne durable. Et une fois que le silence des armes est durable,
il faut guérir toutes les mémoires blessées du conflit. Ce seront des mémoires palestiniennes, israéliennes, ukrainiennes, comme on les a eues pour les Hongrois en Transcarpathie, les Hongrois donc en Ukraine aujourd'hui, les Hongrois en Transylvanie, en Roumanie, comme est blessée la mémoire des Caldoches en Nouvelle-Calédonie, ou la mémoire des descendants des esclaves. Il y a dans une blessure mémoriale quelque chose de tragique, parce que les descendants des victimes se sentent toujours victimes. Et les descendants des bourreaux, ou des colonisateurs, ou des agresseurs, descendants des Russes demain, si vous voulez, ne se sentent plus victimes. Ne se sentent plus bourreaux. Et une espèce de jet lag temporel qui devient insoluble. Et la seule méthode pour travailler cela, c'est de chercher à écrire ensemble un récit dans lequel chacun voit ses ombres et ses lumières, ses blessures et ses faits. C'est ce qui a été fait en Afrique du Sud avec Justice et Vérité après l'abolition de l'apartheid. C'est le seul chemin. C'est un chemin que nous avons emprunté par exemple entre catholiques et protestants. Quand à l'aube de 2017, nous avons écrit un texte sur la communion où on est sorti d'une historiographie qui noircissait l'autre. Parce que juste là, les catholiques disaient le Moyen-Âge est un siècle lumineux, la Réforme est un siècle sombre, ça a été la division de l'Église, les religieux et les religieuses ont quitté les monastères et les couvents pour se marier. Et les protestants disant, le Moyen-Âge était un siècle sombre, les curés vivaient avec leurs bonnes, on recueillait l'argent des fidèles pour payer leur coin de paradis sur une théologie mal fondée, etc. On avait les uns et les autres une théologie, j'allais dire, avec des préjugés historiographiques, et il faut écrire le récit commun parce qu'il y a des ombres et des lumières dans toutes les périodes de l'histoire. Si on arrive à coécrire ça, on construit le socle pour guérir les mémoires et finalement couper court à cette victimisation des uns et à l'ignorance de la responsabilité des autres, en tant que responsabilité historique des autres. Voilà ce que je peux vous dire que j'ai découvert dans cette période de l'agression militaire. Alors je l'avais déjà découvert en travaillant aussi, par exemple, au Kosovo. C'est terrible, l'église serbe, orthodoxe serbe est membre de la KEK. Donc, en allant en Serbie, on découvre ces blessures du bombardement de l'OTAN sur le pont. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des mémoires blessées qui ne sont pas encore guéries. Et vous l'avez concrètement, alors aujourd'hui dans l'actualité, vous l'avez en Nouvelle-Calédonie, vous l'avez en Haïti aussi par rapport à la dette française qui fête, dont on commémore cette année les 200 ans, etc., etc. 200 ans, Charles X, oui. Donc tout est très long. Voilà. Mais disons, la méthodologie est identifiée, et puis j'ai expliqué au président Macron ce qu'on avait raté avec les accords de Nouméa. On n'a pas fait ce travail de guérison des mémoires. La France a beaucoup investi, l'Hexagone a beaucoup investi dans la formation de la jeunesse kanak pour accéder, alors malheureusement ils n'ont pas vraiment accédé à et donc on a une crise sociale de cette jeunesse à ces métiers, mais on n'a pas travaillé à la guérison des mémoires, et aujourd'hui cette mémoire est devenue très très vive, notamment aussi avec tous les émeutes qu'on a connues, et ça reprendra beaucoup de temps pour travailler à cette guérison. Oui, moi j'ai une question concernant nos relations avec l'islam. En ce qui me concerne, c'est une obsession, une peur, une incompréhension quasi totale. Et en tant que protestante, j'ai l'impression d'incarner la liberté. Et tout ce que je vois arriver est tout le contraire. Et j'en suis très très soucieuse, pas pour moi personnellement, mais pour mes enfants et mes petits-enfants. Merci pour cette question. Alors, c'est une question très complexe et ça mériterait toute une soirée de parler de l'islam en France. La première chose qu'il faut peut-être dire, c'est que vous avez en France plusieurs islams comme on a plusieurs protestantismes.
Et vous avez notamment en France un islam qui est instrumentalisé à des fins politiques. Vous avez notamment en France tout un pan de l'islam qui sert comme un outil de contrôle des ressortissants des pays d'origine des musulmans. Vous avez un islam que j'appelle consulaire, un islam algérien, marocain, turc, etc. Et vous avez en France un islam qui est profondément religieux et spirituel, que souvent nous méconnaissons parce que ce séparatisme dont j'ai parlé, l'islam instrumentalisé à des fins politiques, ou cet islam consulaire, eh ben, il est sur le devant de la scène et nous ne voyons que ça. Et d'une certaine manière, nous méconnaissons donc cet islam religieux et spirituel en France. Il est évident que je vous concède, d'ailleurs je le pense au fond de même moi-même, je peine à comprendre une conversion d'un protestant à l'islam. Comment se fait-il qu'on quitte une religion de liberté pour s'inscrire dans une religion de l'orthopraxie, on va dire ça comme ça, où la pratique est contraignante. Voilà. Donc je peine à l'admettre, mais je constate que c'est le cas aujourd'hui. Il y a des conversions, mais il y a aussi des conversions vers le christianisme. J'ai rencontré récemment des pasteurs aujourd'hui qui étaient musulmans et qui sont aujourd'hui des pasteurs évangélisateurs. Donc ne confondons pas toutes ces réalités de l'islam en France. La fédération a une commission qui travaille aux relations avec l'islam. Son travail est très compliqué parce que, contrairement à la commission de relations avec le judaïsme est très bien identifié et très bien institué. On a le grand rabbin, et puis on a un judaïsme libéral, et puis on a des massortis, mais on les connaît. Il y a 3-4 familles, et puis ça marche. Dans l'islam, en fait, c'est très diffus. Il n'y a aucune représentation structurée. On a des incontournables, le recteur de la grande mosquée de Paris, voilà, mais il ne représente que les Algériens. On a des personnes qu'on fréquente volontiers, la rectrice de la mosquée de Javel, Najat Ben Ali, qui est une femme qui refuse toutes les avancées, elle est marocaine, mais toutes les avancées de l'État marocain en disant non, ça c'est les ambassades qui font ce travail. Moi je suis là pour la spiritualité musulmane en France, pour une forme d'islam de France. Donc on a des personnes qui ont une vision claire, avec lesquelles on aime travailler. Elle était aumônier au JO, et il y a eu une fabuleuse entente entre tous les aumôniers au JO, y compris les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les protestants, les orthodoxes, les catholiques. Voilà, donc on a ces réalités très positives, mais notre commission a une grande difficulté parce qu'elle voit qu'elle doit en fait travailler à essayer de modéliser un relationnel qui est d'abord un relationnel de terrain et de proximité, parce qu'on n'a pas de relationnel plus institué à un certain niveau. Alors, vous poserez la question à Isabelle. Isabelle est membre de cette commission. Elle en assure d'ailleurs une forme de coordination avec Nicole Fabre, et elle pourra vous expliquer ça avec beaucoup plus de détails que je ne le fais maintenant. En tout cas, ne réduisez pas l'islam à l'instrumentalisation que certains en font. Je suis d'accord, mais la pratique de la taqiyya, c'est-à-dire la ruse et la dissimulation, qui est une obligation, rend le dialogue et l'écoute de l'autre extrêmement difficile sur le terrain. Le premier enjeu, notamment de notre relation à l'islam, c'est de sortir de la méconnaissance d'autrui. N'enfermez pas les gens dans l'image que vous pouvez avoir d'eux. Il faut commencer par les rencontrer. Si après la rencontre, la représentation que vous avez est avérée, elle est avérée, mais elle est avérée pour une personne. Elle n'est pas avérée pour tout l'islam. Je peux vous certifier que nous avons des interlocuteurs au niveau de l'islam qui sont des personnes remarquables et profondément républicaines. Parce que souvent c'est ça l'enjeu, de l'inscription et du respect des lois de la République au-dessus des lois que voudrait avancer la culture musulmane. Et pour relativiser un tout petit peu,
j'ai fait une expérience extraordinaire en tant que président de la CEC. Je participais aux travaux interreligieux sur le plaidoyer des cultes en vue des G20. Et donc, je me rendais dans les pays où avait lieu le G20, et on avait des rencontres interreligieuses. Et en 2022, je suis allé au G20 à Bali, en Indonésie. Eh ben, j'étais stupéfait de rencontrer un islam indonésien, c'est le plus grand pays musulman, qui n'a pas de culture arabe. Et ça vous déconcerte. Ne réduisez pas l'islam à la culture arabe, ni à l'instrumentalisation politique séparatiste qu'en font certains. Merci d'avance. Si nous nous retrouvons en septembre au Panthéon, ce sera un grand moment. Vous nous avez parlé des divisions de nos églises, de toutes les églises, peut-être même autour de la question de l'IVG. Est-ce que vous pourriez nous parler de la fin de vie ? Alors, sur la fin de vie, quand j'ai pris mes fonctions au 1er juillet 2022, j'avais à peine le temps d'installer mon bureau que début septembre, le Comité national d'éthique a produit l'avis 139 qui prônait l'évolution du cadre légal qui accompagne la fin de vie. Et j'ai demandé donc à notre commission éthique et société de produire un texte. Alors ils m'ont dit, mais non, on a déjà écrit en 2019, ça n'a rien changé. La théologie de 2019 est toujours valable. Je leur ai dit, non, écrivez-moi quelque chose. La pandémie a changé le rapport à la mort. Et c'est important d'être à l'écoute de la culture et de la manière dont notre société vit le rapport à la mort pour que le protestantisme puisse avoir une parole. Ils ont produit un texte avec 4 recommandations. Vous imaginez bien que dans ce texte, une fois de plus, les positions des uns et des autres ont pu s'exprimer à un moment donné. Les uns disant que aider ou donner la mort est une transgression d'un interdit biblique, d'un interdit fondamental de toutes les civilisations. Et les autres ont dit, mais finalement, pouvoir répondre à la demande d'une aide au suicide, c'est la liberté ultime de l'homme responsable devant Dieu seul. Et donc on avait ce débat interne, et ils m'ont écrit un texte en disant à la fin, actuellement en France, la loi actuelle sur la fin de vie, qui est toujours en vigueur, n'est pas pleinement appliquée, parce que tout simplement les dispositifs de la loi Claes-Leonetti ne sont pas connus, et deuxièmement parce que les unités de soins palliatifs ne sont inexistantes à l'époque dans 22 départements, aujourd'hui je crois que c'est 20. Et donc tant que la loi antérieure n'est pas pleinement appliquée, c'est illusoire de vouloir encore changer la loi, et donc la commission a dit, mais nous proposons de dire au nom du protestantisme qu'il est inopportun de changer la loi. Vous voyez bien que derrière cette position se cachent à la fois des gens qui étaient favorables à une évolution et des gens qui ne l'étaient pas. Mais ensemble, ils ont dit pour l'instant c'est inopportun de changer, parce qu'on a besoin de progresser encore sur les soins palliatifs. Et deuxièmement, parce que la loi Claes-Leonetti permet, dans certaines situations déjà, alors, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet ce qu'on appelle la sédation profonde et continue. Ça veut dire que quelqu'un qui souffre ou qui est accompagné dans une phase avancée de sa maladie, il a le droit, depuis 2002, de refuser le traitement. C'est un droit que chacun a aujourd'hui. Et si vous refusez le traitement et que vous souffrez, vous avez droit à demander une sédation profonde et continue, c'est-à-dire qu'on vous met dans un coma artificiel. Et une fois que vous êtes dans ce coma artificiel, on arrête de vous nourrir, de vous hydrater, on décède par insuffisance rénale en 5-6 jours, ou en 4-5 jours. Voilà ce que nous expliquent les médecins. Donc on a déjà un dispositif qui permet une forme, j'allais dire, d'aide à la mort. Par contre, elle est totalement méconnue, elle est peu appliquée, elle est appliquée dans certaines unités. Et on s'est bien rendu compte que ce qui était prôné par le projet de loi était en fait un projet idéologique qui consacrait ou sanctuarisait une société d'individus qui ont principalement des libertés et peu de devoirs, une société où le commun s'efface derrière le droit de l'individu.
Et c'est sur cette base-là que, notamment, nous avons porté un certain nombre de plaidoyers. Je peux vous dire que la Fédération protestante de France a accompagné ce plaidoyer presque au jour le jour. À chaque fois qu'une étape de la proposition de loi s'écrivait, nous étions en dialogue avec ceux qui la travaillaient, soit par une audition, soit par un texte que j'envoyais. Nous avons obtenu une grande victoire. C'est un peu comme Neil Armstrong qui disait j'ai fait un petit pas et c'était un grand pas pour lui-même. Eh ben, c'est un petit pas parce qu'on n'a pas obtenu grand-chose dans notre plaidoyer, mais on a obtenu une chose qui est un grand pas. On a obtenu que si ce projet de loi va à son terme, sera écrit dans le Code de la santé publique de la République française que l'accompagnement spirituel fait partie de la prise en charge globale d'une personne hospitalisée. C'est ce que j'ai demandé. Parce qu'on accueillait globalement les personnes, mais juste dans leurs problèmes de santé, dans leur dimension sociale, psychologique, économique, tout ce qu'on veut, mais pas le spirituel. Et bien on a demandé, et un amendement a été porté par un député, et l'Assemblée nationale l'a voté. Donc actuellement, c'est intégré dans ce projet de loi, si ça va à son terme, on reconnaîtra la présence des aumôniers, des pasteurs, quand les familles le demandent, comme faisant partie de la prise en charge globale des personnes à l'hôpital, et aussi dans les soins palliatifs et en fin de vie. Donc ça, c'est la grande avancée qu'on a obtenue. Pour le reste, on n'a pas obtenu grand-chose. On souhaitait notamment, je peux vous dire, les plaidoyers, mais on reviendra à la charge au Sénat. On souhaitait que dans cette loi, ce soit pas une loi expéditive. En France, le projet de loi, on aboutit pratiquement au don de la mort en moins de 15 jours. On peut y arriver en 2 jours. C'est la procédure la plus rapide de l'ensemble des nations du monde. Pourquoi cette précipitation en France? Toutes les nations en Belgique, en Hollande, prennent au moins un mois, voire 6 semaines pour vérifier si la demande est constante. Parce que les traitements antidépresseurs, ils fonctionnent notamment sur 3 semaines. Donc si nous, en décidant en 2 semaines, un dépressif, on pourrait lui donner la mort avant que les traitements antidépresseurs ne marchent. On n'évalue pas la constance de la demande. Deuxièmement, la France est le seul pays où on a un délit d'entrave. C'est-à-dire si un pasteur, peut-être un peu maladroitement, dit « mais vous devriez encore réfléchir », la famille pourrait peut-être porter plainte pour dire « il a essayé de dissuader ». 3 ans de prison, 30 000 euros. C'est le seul pays. Alors on a peur, de quoi a-t-on peur? On a peur de ces gens qui ont saccagé des salles d'IVG. C'est ça le délit d'entrave. Hein. Mais tel que c'est formulé, beaucoup d'unités de soins palliatifs s'interrogent pourquoi en France ce dispositif. Troisième élément, en France, c'est le seul pays, et moi je l'ai demandé à chaque étape et jamais on n'a donné suite. C'est le seul pays où ça se passe entre un médecin et le patient. 2 personnes. Le médecin a l'obligation de consulter un autre médecin qui ne connaît pas le patient mais qui voit son dossier, et un autre soignant, peut-être de l'équipe, mais ça peut être un autre qui ne connaît pas le patient et qui voit le dossier, et après il peut décider tout seul. Pour arrêter les traitements, par exemple une chimiothérapie, on a besoin d'une décision collégiale de l'équipe soignante. Mais pour donner la mort, ça se décide pour une personne et le patient. Il y a une disproportion de nature et de gravité de geste par rapport à un geste irrévocable qu'on ne comprend pas. Pourquoi ça? Alors bien sûr, on connaît le cas Vincent Lambert, c'est ça, où la famille était divisée, donc on voulait plus mettre la famille dans le jeu. Moi, j'ai demandé à ce que la personne de confiance ou la toute proche famille soit au moins informée quand le patient formule la demande. On n'en veut pas dans la loi française. On pourrait être dans la situation où un médecin décide de donner suite à une demande d'aide à mourir et on informe la famille le lendemain, voilà, on lui a donné la mort. Et moi, j'ai dit aux députés, je vous enverrai la famille pour accompagner leur deuil. Parce que je présume qu'on aura des blessures à guérir dans ces situations-là. Donc voilà le plaidoyer de la Fédération. Nous sommes le seul culte à avoir, de l'ensemble des cultes, été dans une opposition un peu frontale. À un moment donné, j'étais agacé, je signe un texte avec les autres cultes, et dans le monde réformé, on me l'a reproché, en disant le protestantisme doit se démarquer, pourquoi vous avez signé avec ce front des religions? J'étais agacé parce qu'aucun de ces arguments que je viens de vous avancer n'a trouvé écoute.
Et on voit que c'est un projet idéologique, et j'ai voulu envoyer, en co-signant ce texte, un message d'alerte vers l'ensemble des députés, qui n'a servi à rien d'ailleurs. Mais nous étions le seul culte à travailler auprès des députés en permanence pour essayer d'humaniser la loi. Il n'y avait pas d'opposition frontale. On a considéré que la position du caractère inopportun, ça suffisait, tout le monde était content. Maintenant, on peut travailler pour limiter les dégâts que va causer la loi qui est actuellement en cours. Et on continuera ce travail. Voilà ce que je peux vous dire sur la fin de vie. Alors, on pourrait en parler toute la soirée, mais on a eu un vrai travail d'accompagnement adossé à un travail de notre commission éthique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton regard actuel sur l'évolution des relations écuméniques au sens restreint, classique, entre protestants et catholiques? Et je précise ma question, on a eu le pape François avec, à certains moments, on a presque fait un protestant, enfin c'était magnifique, puis on a un peu changé d'avis ensuite, mais voilà, on a eu quand même une très grande proximité avec lui. C'est Léon 13, 15, 14 14, on ne sait pas encore, etc. Mais ça c'est la superficie des choses. Dans le concret, on a une Église catholique française qui a été épouvantablement bousculée par toutes sortes de questions internes, critiquées, etc. Comment est-ce que toi, tu vois la place des relations écuméniques à l'heure actuelle dans cette complexité de la vie des chrétiens, finalement? Alors effectivement, premièrement, moi, j'ai eu le bonheur de rencontrer, je crois, 5 ou 6 fois le pape François. C'est une personnalité qui m'a marqué profondément. Oui, c'est un protestant. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait mis l'attention à l'humain devant ses responsabilités institutionnelles. Alors, parfois, ça lui a joué des tours. Il a dû rétropédaler un peu ou trouver des compromis. Pour vous donner un exemple, donc j'ai le privilège d'une audience privée pendant pratiquement 1 heure avec lui pour parcourir un peu tous les sujets politiques. Et il a dit une phrase, elle parlait en italien, moi en français, mais on se comprenait. On était seuls, juste avec un cardinal qui était le président d'Acomessé. Et à un moment donné, il dit une phrase, la Méditerranée avec les migrants est devenue un grand cimetière. Et à ce moment-là, il verse des larmes. Et je me suis senti ridicule. J'ai beaucoup parlé de migration avec Roberta Metsola, la présidente du Parlement, avec Margaritis, le vice-président de la Commission, avec plein d'autres personnalités politiques, religieuses. Je n'ai jamais vu quelqu'un saisi aux tripes comme le pape François. Sur l'écologie, sur la question des pauvres, sur la question des migrants. Donc c'est un grand pape qui avait un sens, vraiment un sens pour les personnes humaines. Alors par rapport au catholicisme aujourd'hui en France, les relations, j'ai le sentiment que sur le terrain paroissial, mais ce serait à vous de le dire, grosso modo, on a développé un niveau de vie œcuménique qui est relativement stable et bien développé. Il est certes, conditionné par l'élan œcuménique d'un pasteur, voilà, mais grosso modo, j'ai le sentiment qu'on a un maillage œcuménique qui est relativement fort sur le territoire français, avec des inégalités certaines. Je peux vous dire que je suis en fonction depuis 3 ans et quelques mois, jusqu'au 1er juillet de cette année, je considérais que l'axe protestant-catholique entre ma fonction de président de la Fédération et le président de la conférence des évêques, c'était l'axe franco-allemand de l'interreligieux français.
C'est-à-dire, depuis le 7 octobre, les Juifs et les musulmans sont compliqués dans leurs relations entre eux, dans la tension avec finalement leurs fidèles et leur capacité d'ouverture. Parfois, ils se penchaient un peu loin par la fenêtre sur certaines paroles. Donc, tout ça, c'est très compliqué, très mouvant. Ils ne pouvaient plus être leaders. Les bouddhistes et les orthodoxes sont habituellement sur des positions d'accompagnement de l'interreligieuse, pas nécessairement en position de leader. Et le réel leadership a été protestant-catholique. Remarquable. Depuis le changement de président de la conférence des évêques, avec l'arrivée du cardinal Aveline, je dois vous dire que pour l'instant, je ne l'ai pas encore rencontré personnellement, malgré les demandes depuis le mois de mai, que c'est quelqu'un qui a des hautes fonctions, qui a beaucoup de relationnel international. On connaît beaucoup de gens en commun, mais j'ai beaucoup de doutes sur sa capacité à être un vrai partenaire, ça veut dire pour marquer l'interreligieux en France. On ne peut pas le faire en protestant tout seul. On a régulièrement ce rôle de facilitateur. Peut-être que l'axe avec le judaïsme, maintenant que on a un cessez-le-feu à Gaza, nous permettra peut-être d'aller de nouveau l'avant, et c'est le grand rabbin qui pourrait être le vis-à-vis pour avoir un axe fort. Par contre, la conférence des évêques, nous avons de grandes facilités de travail avec eux. Je peux presque vous dire, quand j'ai cru comprendre que le cardinal Aveline, cette difficulté de présence au niveau national commençait à être su, y compris par les médias, j'ai appelé le secrétaire général en disant, vous avez un sujet, il faudrait y veiller, regardez. Donc on a beaucoup de liberté, de franchise, de soutien, de transparence. Je n'ai pas le sentiment qu'actuellement, au niveau des responsables religieux en France, entre les chrétiens, on joue des cartes séparées, on joue des cartes collectives. On verra si on arrive à avancer pour récupérer un tout petit peu du temps de travail du cardinal Aveline. En tout cas, nos services, au niveau du CCF, du Conseil des Églises chrétiennes en France, au niveau de nos co-secrétaires, au niveau des projets, notamment le projet Église verte, travaillent vraiment bien ensemble. Donc je n'ai, pour l'instant, sur le plan opérationnel, pas de difficulté. J'ai sur le plan leadership une difficulté qui peut se résorber. Alors, il est vrai aussi, vous avez raison de le dire, que la conférence des évêques, malgré ce que je viens de dire des relations avec Éric de Moulin-Beaufort, a été fortement préoccupée par elle-même, à travers le rapport de la SIAZ, le travail sur cela. Et je n'ai jamais compris pourquoi l'Église catholique avait stratégiquement, ou la conférence des évêques avait fait le choix de dévoilement successif au lieu de crever l'abcès une fois pour toutes. C'est-à-dire, on a d'abord eu des prêtres, puis après on a eu Bétaram, et puis après on a eu des évêques retraités, et bientôt on aura des évêques en fonction. Donc en fait, on a des crises successives qui préoccupent fortement la conférence des évêques. Et je comprends pas pourquoi ils n'ont pas crevé l'abcès au départ, une fois pour toutes. C'eût été peut-être beaucoup plus simple. Celle-là, nettement plus politique, tu as le droit de ne pas répondre. Je vais le prendre par le biais des migrations. Comment est-ce que la Fédération protestante aujourd'hui porte cette question sociétale essentielle qu'est celle des migrations et qui semble devenir, enfin pas devenir, redevenir une fois de plus au cœur des problématiques politiques des élections à venir. Alors comment on va la porter pour les élections à venir? Ça, c'est encore un sujet ouvert. En fait, on porte cette question de multiples manières. On la porte en soutenant des membres qui la portent eux-mêmes fortement. On la porte avec nos membres. On la porte en faisant les bras de fer avec nos ministres pour leur dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et on la porte symboliquement par des visites comme celle que j'ai fait avec le président de la CIMA dans le centre de rétention administrative à Rennes.
on la porte aussi en partenariat avec la FEP, en ayant créé en 2017 des couloirs humanitaires. On vient de re-signer un nouvel accord, c'est-à-dire en faisant la promotion d'une migration légale, en discernant dans des endroits des personnes qui sont vulnérables et qui peuvent prétendre aux critères donc pour avoir des titres de séjour, et en les faisant venir de manière légale afin d'éviter qu'ils soient simplement la proie de ces trafiquants qui les cherchent à faire venir de manière illégale. Et l'exemple peut-être le plus fort de la manière dont ce message est porté, c'est la manière dont j'ai défendu la CIMAD. La CIMAD a été l'objet d'un... Alors, vous connaissez la liberté de parole de la CIMAD. Tout le monde n'adhère pas nécessairement à la force du propos. Par contre, elle a fait l'objet d'une campagne injuste par Gérald Darmanin, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, quand Dominique Bernard, c'est ça le prof qui a été... Dominique Bernard a été assassiné. C'était en fait un Tchétchène qui était expulsable en 2013 et qui avait eu droit de rester avec sa famille en France parce qu'en 2013, la CIMAD et d'autres associations avaient plaidé sa situation en disant « Mais écoutez, toute la famille est bien intégrée, ils sont tous à l'école de la République, les 3 enfants, la maman est seule avec ses enfants, ils sont tchétchènes, leur situation est difficile en Tchétchénie parce qu'ils appartiennent à une minorité, ils ont droit d'après les différentes réglementations, un titre de séjour, et en fait, ils l'ont eu. Et quand un de ces enfants, donc qui avait été maintenu en France 6 ou 8 ans après, assassine un enseignant, on dit voilà, la CIMAD défend les terroristes. Et on a eu, alors Darmanin l'a dit, on a eu un propos de Darmanin dans le Figaro, dans Marianne, et dans le JDD. Et j'ai écrit en fait aux 3 et je suis allé voir Darmanin et je l'ai dit aussi, pour te dire, je l'ai dit aussi à Bruno Retailleau. J'ai dit, c'est injuste et c'est, c'est une manipulation. Personne ne peut reprocher à un avocat la décision de la justice. En France, la défense des personnes en situation irrégulière ou qui demandent l'asile, elle est adossée au travail des associations, ils font un travail d'avocat, mais la décision, elle est prise par les préfectures et donc par les ministères de l'Intérieur. Et la vraie question, c'est pas de pointer du doigt la CIMAD pour vous cacher derrière votre doigt. La vraie question, c'est de savoir pourquoi l'école de la République, alors qu'une famille est bien intégrée, 7 ans après, produit quelqu'un qui assassine un enseignant. Eh bien, je peux vous dire que Bruno Retailleau et Darmanin m'ont pas répondu. Donc voilà comment la fédération, alors c'est pas public, mais voilà comment la fédération défend aussi la question migratoire et notamment la CIMAD parce que c'était un procès d'intention qui était, irrecevable. Et j'ai écrit au directeur du Figaro, au directeur du JDD et de Marianne, alors je n'ai pas eu de réponse bien sûr, mais j'ai écrit ce que je pensais sur ce sujet en disant que c'était un faux procès et que les vraies questions que j'attendais des journalistes sont celles que j'ai posées aussi au ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça ouvre une réponse. Un horizon. Ça ouvre un horizon. En tout cas, les rencontres d'automne d'aujourd'hui sont terminées. Un grand merci, Christian Krieger, pour votre présence et pour ces échanges riches et sincères. On vous invite à prolonger les échanges autour d'un verre de l'amitié, comme les protestants savent bien le faire. Et je vous indique aussi que nous avons la présence de la librairie C'est ici, qui met à disposition plusieurs ouvrages, dont un ouvrage sur Adélaïde Oval. Merci beaucoup et bonne soirée.